Il m'a répondu d'un ton calme, « Je fais ça tous les soirs. J'aime bien te regarder dormir. » J'avais une voisine de dortoir, pas une coloc à proprement parler, heureusement, mais on partageait le même étage. Dès les premières semaines, elle s'est fait remarquer. Elle ne se lavait pas. Jamais. Pas une douche, pas même un passage rapide au lavabo. L'odeur finissait par s'infiltrer dans le couloir, un mélange rance de sueur, de linge humide et de médicaments. On essayait de ne pas en parler trop fort, mais tout le monde le savait. Un après-midi, alors que je bossais dans le salon commun, elle s'est installée à côté de moi sans un mot, les yeux dans le vide. Elle a sorti un sac plastique froissé, l'a ouvert, et en a sorti une poignée de pilules mélangées. Sans demander ce que c'était, sans explication, elle en a avalé une poignée d'un geste mécanique. Puis elle m'a jeté un regard noir, comme si je venais de la juger. Je n'avais même pas dit un mot. Au début du semestre, elle avait annoncé que c'était son anniversaire. Alors, naïvement, quelques-uns d'entre nous ont voulu faire un geste sympa. On a acheté un gâteau, quelques décorations, rien de fou, juste de quoi la surprendre. Quand elle est rentrée, elle a fixé la pièce en silence, puis s'est mise à décrocher les guirlandes une à une. Ensuite elle a crié qu'on n'avait pas le droit de célébrer sa naissance, qu'on ne comprenait rien, qu'on voulait se moquer d'elle. On est resté figé, ne sachant pas si on devait s'excuser ou simplement partir. Une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai entendu frapper à ma porte. Elle était là, debout dans le couloir, les yeux rouges, les cheveux en désordre. Avant même que je parle, elle a dit, « Ma mère s'est suicidée quand j'étais petite. Je voulais que tu le saches. » Puis elle est partie, comme si elle venait de me confier quelque chose de banal. Les choses ont empiré à partir de là. Un soir, elle a menacé ma coloc avec un couteau, juste parce qu'elle regardait une série un peu trop fort. Elle disait que le moindre bruit lui donnait envie de la tuer, et de se tuer elle aussi. Il a fallu appeler la sécurité du campus. C'était le point de non-retour. Elle a été transférée dans une autre chambre, loin de nous. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait balancé une poêle à frire à la tête de sa nouvelle coloc. L'université a fini par la renvoyer, mais même après ça, je n'ai jamais vraiment réussi à l'oublier. Parfois, je repense à son regard vide quand elle a renversé ce sac de pilules sur la table. Elle semblait absente, comme si elle n'était déjà plus là, comme si tout ce qui la retenait encore tenait à un fil invisible que personne ne voyait. Un jour, par curiosité ou peut-être par instinct, j'ai tapé son nom sur Google. Rien pour l'instant. Pas de casier, pas d'arrestation. Mais à chaque fois que j'y repense, je me dis que c'est juste une question de temps. J'ai vécu une année d'enfer avec un colocataire que je connaissais déjà. On avait partagé une chambre en résidence universitaire l'année précédente, et il m'avait semblé être un type bien. Quand j'ai voulu économiser un peu, j'ai trouvé une petite maison à louer hors campus et je l'ai fait ajouter au bail après coup. Grosse erreur. Au départ, on s'était mis d'accord, je prendrais la chambre principale, et lui, la chambre d'amis. Comme il vivait déjà en ville et que moi non, il a passé l'été dans la maison pendant que je rentrais chez mes parents. On avait déjà payé le loyer de l'été pour ne pas avoir d'ennui. Quand je suis revenu une semaine avant la rentrée, surprise, il s'était installé dans la chambre principale, avait déplacé mes affaires et les avait laissées en vrac dans la petite chambre. Une semaine après le début du semestre, il me demande si un de ses amis peut emménager avec nous pour partager le loyer et les factures. J'ai accepté, pensant que ça rendrait les choses plus abordables. Encore une erreur. Son ami n'a pratiquement jamais payé sa part, et pour ne rien arranger, c'était un étudiant en musique. Il jouait de la batterie la nuit et râlait quand on faisait du bruit le jour, parce qu'il suivait des cours en ligne. Ni l'un ni l'autre ne faisait jamais la vaisselle. L'évier était constamment rempli de piles d'assiettes et de verres dégueulasses. Et quand je laissais mon plat à pizza sur la cuisinière pour qu'il refroidisse avant de le ranger, mon coloc râlait, trouvant ça désordonné. J'ai fini par garder mes assiettes dans ma chambre,
avec un mini-frigo et une caisse de nourriture, parce qu'il remplissait tout le frigo et le congélateur de leurs trucs. Il invitait tout le temps ses amis à la maison. La plupart d'entre eux étaient sympas, mais dès que j'avais des invités, ils faisaient la tête. On n'avait même pas le droit d'utiliser le salon quand ses potes étaient là. Et le pire, c'est quand la fin de l'année est arrivée. Je lui ai dit que j'allais chercher un appart pour vivre seul l'année suivante. Il m'a juste répondu, « Non, tu ne feras pas ça. » J'ai cru qu'il plaisantait, mais non. Il m'a sorti qu'on était de bons amis et que notre organisation était parfaite. J'ai failli exploser. Je n'avais cessé de lui signaler les problèmes pendant des mois, et à chaque fois, il promettait de faire mieux sans jamais rien changer. Finalement, j'ai parlé directement avec notre propriétaire. J'ai trouvé un petit appartement d'une chambre pour moi seul. J'ai prépayé l'été et même laissé un mois de loyer pour la maison afin d'être réglo. J'ai fait transférer ma caution vers mon nouvel appartement, leur ai donné un préavis d'1 mois, qu'ils ont ignoré, pensant que je blaguais, et j'ai déménagé la semaine des partiels. Le jour où j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis senti libre. Je n'ai plus jamais repris de colocataire depuis. J'avais un colocataire cette année-là, un type discret mais toujours souriant. On s'entendait bien, sans être de grands amis au début. Il s'appelait Marc. Le genre d'étudiant calme, qui laissait des mots sur la table de la cuisine quand il partait en cours plus tôt, qui payait toujours sa part du loyer à temps et qui riait à moitié aux blagues qu'il ne comprenait pas vraiment. Un soir de novembre, alors qu'on regardait un film, il m'a dit d'une voix posée qu'il venait d'apprendre qu'il avait un cancer du côlon. J'ai cru à une mauvaise blague, mais il avait les yeux rouges, les mains tremblantes. Il m'a montré des papiers médicaux, des ordonnances, et j'ai senti tout l'air quitter la pièce. Les semaines suivantes, tout a changé. Il disparaissait souvent pour des rendez-vous médicaux, revenait épuisé, les traits tirés. Il disait que les traitements le vidaient, qu'il ne dormait presque plus. Parfois il restait des heures assis sur son lit, le regard perdu dans le vide. J'essayais de l'aider, de faire les courses, de préparer les repas, de lui tenir compagnie. On parlait beaucoup la nuit, quand la résidence était silencieuse. Il me racontait ses peurs, ses regrets, les choses qu'il voulait encore vivre. J'avais fini par le considérer comme un ami proche, quelqu'un pour qui on se bat, même quand on ne sait pas comment. À la fin de l'année, il m'a confié que la maladie avait empiré. Les médecins lui avaient annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire. Il disait ça avec un calme presque irréel, comme s'il avait déjà accepté sa fin. On s'est dit au revoir avant les vacances d'été, et je me souviens avoir senti cette pesanteur dans la poitrine, cette certitude de ne plus jamais le revoir. J'ai pensé à lui tout l'été. Puis, à la rentrée suivante, je l'ai revu. Pas sur une photo, pas dans un souvenir. En chair et en os, sur le campus, en train de rire avec des amis devant la bibliothèque. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Je l'ai suivi du regard, incapable de comprendre. Quand il m'a vu, son sourire s'est figé. Il a simplement dit qu'il pouvait tout expliquer, mais il ne l'a jamais vraiment fait. Peu à peu, la vérité s'est répandue. Il n'avait jamais été malade. Il n'y avait jamais eu de traitement, ni de diagnostic. Tout était inventé. Il avait simulé les rendez-vous, fabriqué les documents, joué un rôle pendant des mois. Les gens autour de lui étaient sidérés, certains en colère, d'autres trop déçus pour parler. Moi, je ne savais même plus ce que je ressentais. Tout ce temps passé à l'encourager, à m'inquiéter, à espérer, n'avait été qu'une illusion. J'ai partagé un appartement de résidence avec ce type une année entière, et c'est probablement l'expérience la plus étrange que j'ai vécue à l'université. 5 chambres, chacun la sienne, un salon commun, une cuisine correcte, bref, un cadre normal. Lui, dès le début, s'est montré sympa. Poli, souriant, toujours prêt à dire bonjour quand on le croisait dans le couloir. Le genre de gars qu'on pense tranquille, réservé, peut-être un peu introverti. Sauf qu'au fil du temps, on s'est rendu compte d'un détail, il ne sortait jamais de sa chambre. Jamais.
Pas même pour cuisiner. On l'entendait parfois bouger, parler tout seul, ou cliquer frénétiquement sur son clavier, mais c'était tout. Pas une trace de lui dans les espaces communs. Pas un plat, pas une tasse. C'était comme s'il vivait dans une dimension parallèle derrière sa porte fermée. Au début, on s'en fichait un peu. Chacun vivait sa vie, et son absence dans la cuisine, c'était presque un luxe. Puis, quelques mois plus tard, on a commencé à remarquer des bruits la nuit. Des grattements, des petits pas, le genre de son que tu préfères ignorer jusqu'à ce que tu réalises ce que c'est, des souris. On a mis ça sur le compte de la résidence, parce que c'est vieux, mal entretenu, et que ça arrive. Mais rapidement, ça s'est aggravé. On voyait des miettes au sol, des emballages déchirés, et un jour, l'un de mes colocataires a remarqué que plusieurs de ses assiettes avaient disparu. Pas juste sales dans l'évier, non, complètement introuvables. Puis ce fut les tasses, les couverts, les verres. À mesure que le mystère s'épaississait, les souris se multipliaient. C'est seulement à la fin de l'année, au moment du déménagement, qu'on a compris ce qui se passait. Il était parti plus tôt que nous, laissant sa clé derrière lui. Par curiosité, et aussi parce qu'on devait faire l'état des lieux, on a ouvert sa porte. Et là, le choc. Sa chambre était méconnaissable. Des piles de détritus montaient jusqu'au plafond, un mélange de boîtes à pizza, de canettes vides, de sacs plastiques et de restes de nourriture en décomposition. Les assiettes disparues étaient là, empilées sous le lit, couvertes de moisissures. Les murs portaient des traces d'humidité, le sol était jonché de pièges à souris, certains encore armés, d'autres pleins. L'odeur était insoutenable, une combinaison de déterge raté, de nourriture pourrie et de mort. On est resté planté là, incapable de parler. Ce type, qu'on croyait discret mais normal, vivait littéralement dans une montagne de déchets. C'était à la fois dégoûtant et triste. En regardant la pièce, on a compris que le problème n'était pas juste de la négligence, c'était une véritable compulsion, une incapacité à jeter quoi que ce soit. Après ça, l'université a fait venir une équipe de nettoyage spécialisée. Ils ont dû sortir des dizaines de sacs pleins de détritus. Le responsable du bâtiment nous a dit que c'était l'un des pires cas qu'ils aient vus. Quand on a emménagé dans la résidence style appartement à la rentrée, il était déjà là depuis l'été. Il avait suivi des cours pendant les vacances, et on aurait dit qu'il avait passé ces mois-là à mener une expérience biologique dans la cuisine. Le frigo et le garde-manger étaient pleins de restes oubliés depuis Dieu sait combien de temps. Des plats gonflés, des sacs suintants, et des odeurs tellement fortes que ça piquait les yeux dès qu'on ouvrait la porte. À l'intérieur, il y avait de la nourriture littéralement en train de se décomposer, avec des larves et tout le reste. Un cauchemar. Mon ami et moi, on s'est regardés, un peu sous le choc. Ce n'était pas notre boulot de nettoyer ça, mais on devait vivre là, alors on a pris sur nous. On a sorti les gants, la javel, les sacs poubelles, et on s'y est mise. 3 heures à vider, gratter, récurer chaque centimètre de surface. À un moment, on ne savait plus si on nettoyait une cuisine ou si on désinfectait une scène de crime. Quand on a enfin terminé, le frigo brillait presque. L'air sentait encore un peu le vinaigre et le plastique, mais au moins, il n'y avait plus de mouches, plus de puanteur. C'était vivable. En fin d'après-midi, il est rentré. Nous, fiers du travail accompli, on s'attendait à un « merci » ou au moins un regard reconnaissant. À la place, il a explosé. Il a hurlé qu'on avait jeté sa nourriture, qu'on s'était permis de « voler » dans ses affaires. On essayait de lui expliquer que ses affaires grouillaient de verre, que tout ça sentait la mort, mais il ne voulait rien entendre. Il tapait du pied, claquait les portes, insultait tout le monde. Ce jour-là, j'ai compris que le semestre allait être long. Et effectivement, il ne s'est pas arrangé. Il laissait la vaisselle s'empiler jusqu'à ce qu'elle moisisse, oubliait la nourriture sur le comptoir, fumait dans le salon en pleine nuit et accusait les autres quand l'odeur s'incrustait. Parfois, il disparaissait pendant des jours, et quand il revenait, c'était avec des sacs pleins de fast-food qu'il balançait dans le frigo comme si de rien n'était. Quand le semestre s'est enfin terminé,
il a annoncé qu'il partait vivre hors campus. Il a dit ça comme si c'était une décision personnelle, une évolution naturelle, alors qu'en vérité, tout le monde soupirait de soulagement. Le jour de son départ, on a ouvert les fenêtres, laissé entrer l'air froid de décembre, et pour la première fois depuis des mois, l'appartement ne sentait plus la pourriture. C'était comme si, d'un coup, on respirait à nouveau. Mon coloc cette année-là était un phénomène à lui tout seul. Il avait une obsession totale pour les jeux rétro, surtout les ROM de la Super Nintendo. Il vivait littéralement dans un cycle sans fin de 36 heures de jeu suivi de 36 heures de sommeil. Pas 35, pas 37. 36 heures. On aurait dit une machine parfaitement réglée, sauf qu'à la place de carburant, il fonctionnait à la caféine et aux chips. Pendant ces phases d'éveil, on entendait en continu les sons électroniques des vieux jeux qui s'échappaient de sa chambre, le thème de Super Mario World, le bruit métallique des combats dans Street Fighter 2, les musiques 8 bits qui tournaient en boucle jusqu'à devenir des tortures mentales. Il sortait rarement, à part pour aller chercher à manger ou brancher un nouveau câble. Sa peau avait fini par prendre cette teinte pâle de quelqu'un qui ne voit jamais le soleil. Puis, d'un coup, il disparaissait. Sa porte restait close, aucun bruit, aucune lumière. Il dormait pendant des jours entiers, parfois en plein milieu de la semaine, sans prévenir. Il se réveillait toujours dans le même état, échevelé, les yeux rouges, comme un vampire qui aurait mal dosé sa sieste. Et puis il y avait sa copine. Tous les 2 ou 3 mois, elle débarquait pour passer quelques jours. Dès qu'elle arrivait, le cycle du jeu s'arrêtait net. Il s'enfermait dans sa chambre et ne ressortait presque jamais. On entendait leurs rires étouffés, les chuchotements et, parfois, un silence étrange ponctué par de petits éclats de voix. Ils appelaient ça se blottir. Personne n'a jamais voulu savoir ce que ça impliquait vraiment. Mais le plus absurde restait sa logique dans les douches communes du dortoir. On devait tous porter des sandales pour éviter les mycoses. Tout le monde le faisait, sauf lui. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il prenait ce risque, et il m'a répondu très sérieusement, « Tout le monde porte des sandales, donc il n'y a plus de champignons. Si moi je ne les mets pas, je risque rien. » C'était dit avec un aplomb total, comme si c'était une démonstration scientifique. Ces rares moments sous la douche ressemblaient à un rituel. Il sortait trempé, les cheveux collés, avec cette expression de quelqu'un qui vient de faire un exploit. Puis il retournait dans sa chambre, rallumait son ordinateur, et le cycle reprenait. Cette année-là m'a appris 2 choses. D'abord, qu'il existe des gens capables de vivre dans une boucle temporelle faite de pixels et de siestes. Ensuite, que la logique humaine est un concept très flexible. Pendant mes études de master, j'ai partagé ma chambre avec un type que je n'oublierai jamais. Il avait l'air normal au début, un peu réservé, très business, du genre à porter une montre hors de prix même en pyjama. Ce n'est qu'après quelques jours que j'ai compris à quel point vivre avec lui allait être un enfer. Il tradait des actions sur le marché indien, ce qui voulait dire qu'il bossait quand tout le reste du campus dormait. Et bosser, pour lui, ça signifiait garder toutes les lumières allumées, 3 écrans branchés, et un clavier mécanique qui claquait comme une machine à écrire des années 50. Il commençait vers 10 ou 11 heures du soir, et ça durait jusqu'à l'aube. Impossible de dormir. J'ai essayé les bouchons d'oreilles, un masque pour les yeux, même la musique douce en fond, rien n'y faisait. À chaque clic de souris, j'avais envie de lui jeter son ordinateur par la fenêtre. Au début, j'ai essayé de parler calmement. Je lui ai demandé s'il pouvait au moins éteindre la lumière du plafond, ou utiliser une lampe de bureau. Il m'a répondu que ça l'empêchait de se concentrer, que les marchés ne dorment jamais et que si je voulais dormir, je n'avais qu'à m'adapter. J'ai cru qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Alors, j'ai commencé à dormir sur le canapé du salon. Les premiers soirs, je me disais que c'était temporaire, juste pour une nuit ou 2. Puis c'est devenu une habitude. Le canapé était inconfortable, l'air y était froid, et j'entendais les autres colocs vivre leur vie, mais c'était toujours mieux que de passer la nuit dans une lumière de néon,
bercé par le son des notifications de bourse. Un jour, en discutant avec les autres habitants de l'appartement, j'ai découvert que je n'étais pas le premier à subir ça. Apparemment, le gars qui lui avait sous-loué la chambre avant moi s'était tellement lassé qu'il avait carrément déménagé, mais dans l'appartement juste à côté. Il préférait payer 2 loyers que de continuer à vivre avec lui. Et pour être honnête, je le comprenais parfaitement. Ce type n'avait aucun contact humain. Il ne disait jamais bonjour, ne participait à rien, et mangeait seul devant ses écrans. Même les autres colocataires évitaient de lui adresser la parole. Il ne faisait pas vraiment de bruit en journée, mais sa présence créait une tension constante, comme si tout le monde marchait sur des œufs. Le jour où j'ai fini mon semestre et rendu mes clés, j'ai senti une sorte de légèreté immédiate. En quittant la pièce, il était là, assis à son bureau, les yeux rivés sur un graphique rouge vif, comme d'habitude. Il ne m'a même pas regardé. Je n'ai rien dit non plus. J'ai simplement refermé la porte derrière moi. En descendant les escaliers avec ma valise, je me suis promis que plus jamais je ne vivrai avec quelqu'un qui confond la lumière du jour avec celle d'un plafonnier à LED. Ma dernière année à la fac, j'étais en mode survie. Je suivais plus de 20 unités par semestre pour terminer mes études avec un an d'avance et éviter une nouvelle année de dette. Mon emploi du temps était une course permanente entre les cours, les révisions et le peu de sommeil que je pouvais grappiller. Je n'avais absolument pas le temps de gérer les drames de colocation. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai eu à faire. Mes colocataires de l'époque avaient un charme trompeur. Toujours souriants, avenants, un peu trop détendus. Au début, je pensais qu'ils étaient juste un peu fêtards. Puis, dès les premières semaines, j'ai compris que le problème allait bien plus loin. Ils ont consommé en une seule semaine ce qui devait être leur stock de speed pour tout le mois. Les jours qui ont suivi ont été d'un chaos total. Ils hurlaient, chantaient, se disputaient, riaient de façon hystérique avant de recommencer à s'engueuler. Aucun d'eux n'allait en cours, ils restaient enfermés à s'agiter dans une frénésie épuisante qui ne s'arrêtait jamais. Comme si cela ne suffisait pas, ils avaient adopté un chaton sans prévenir personne. Le pauvre animal vivait terrorisé, incapable de se détendre. Il se cachait dans les coins, tremblait en permanence et faisait ses besoins un peu partout. Les autres le maltraitaient sans s'en rendre compte, juste par négligence et agitation. Au bout de quelques jours, il a commencé à venir vers moi. Il dormait dans ma chambre, recroquevillé contre mes affaires. J'étais la seule personne qui lui inspirait encore un peu de sécurité. Une nuit, une odeur étrange s'est répandue dans l'appartement. Un mélange de plastique brûlé et de produits chimiques. En entrant dans leur chambre, j'ai vu qu'ils avaient fait tomber leur pipe sur la moquette pendant qu'ils fumaient. Le tapis avait pris feu puis s'était éteint de lui-même, laissant un trou noirci d'une 30aine de centimètres. J'ai compris tout de suite que je ne pouvais pas me permettre de garder le silence. Le lendemain, j'ai contacté le service de logement du campus pour signaler les dégâts et éviter qu'on m'en tienne responsable à la fin de l'année. Quand ils ont appris que j'avais parlé, ils ont plongé dans une paranoïa totale. Ils disaient entendre des bruits suspects dans le téléphone fixe, des clics et des interférences. Ils étaient persuadés qu'ils étaient sur écoute. Ils se parlaient à voix basse et débranchaient le combiné après chaque appel. Peut-être qu'ils déliraient, peut-être pas, mais à ce stade je n'en avais plus rien à faire. Je voulais seulement survivre à mes examens et quitter cet endroit en un seul morceau. Avec le temps, ils ont fini par ralentir. Ils se sont contentés de bière, de weed et de molly. L'appartement restait bruyant et désordonné, mais c'était presque paisible comparé aux premières semaines. Le chat continuait à venir vers moi, cherchant un peu de calme. Il détestait ça, comme si l'animal les rejetait personnellement. Il disait que j'avais volé leur chat, alors qu'en réalité, c'est lui qui avait décidé de s'éloigner d'eux. Je sortais avec une fille à la fac, et sa coloc était sans doute l'une des personnes les plus étranges que j'ai croisées. Elle venait de Chine, parlait un anglais hésitant, et avait cette manière très raide d'interagir avec les autres. Pas de sourire, pas d'humour, pas la moindre tentative de contact humain. Tout, chez elle,
semblait tendu, comme si chaque geste ou chaque parole était une épreuve. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai tout de suite remarqué ses dents. Elles étaient dans un état catastrophique, comme si elle n'avait jamais vu un dentiste de sa vie. On aurait dit que la douleur faisait partie de son quotidien, mais elle n'en montrait rien. Elle parlait peu, évitait les regards, et passait ses journées à ranger, trier, réorganiser tout ce qui l'entourait. Sa chambre, la cuisine, la salle de bain, tout devait suivre des règles qu'elle seule comprenait. Un soir, je suis passé voir ma copine, et j'ai entendu des cris dès le couloir. La porte était entr'ouverte, et la scène à l'intérieur avait quelque chose d'absurde. La coloc hurlait en mandarin, mélangeant des mots d'anglais hachés, les mains tremblantes de rage, tandis que ma copine essayait de garder son calme. En m'approchant, j'ai compris la raison de la dispute. La coloc avait décidé de diviser l'évier en 2 parties parfaitement délimitées. Elle avait même tracé une ligne imaginaire pour séparer son côté du reste. Le problème, c'est que quand ma copine faisait la vaisselle, l'eau éclaboussait forcément l'autre moitié. Ça la rendait folle. Elle hurlait que c'était injuste, que l'eau de l'autre côté n'avait pas à toucher son espace. C'était comme si le simple fait de voir une goutte franchir la limite détruisait tout son équilibre mental. Ma copine essayait de lui expliquer que c'était un évier, que l'eau bouge, que c'est normal, mais c'était peine perdue. L'autre continuait à crier, pointant du doigt chaque trace d'eau comme une preuve d'agression. À la fin, elle s'est enfermée dans sa chambre en claquant la porte, et on a entendu des bruits de vaisselle qu'elle réorganisait frénétiquement. Après ça, ma copine n'a plus vraiment eu la paix. La coloc inspectait les surfaces, vérifiait les bords de l'évier, et accusait constamment les autres de violation. Elle plaçait même ses objets dans des zones précises avec du ruban adhésif au sol pour marquer son territoire. Je me souviens être sorti ce soir-là avec un sentiment étrange. Ce n'était pas juste une question de manie ou de propreté obsessionnelle. Il y avait chez elle quelque chose de plus profond, un désordre mental qui dépassait le simple inconfort social. Elle ne comprenait pas les autres, ne savait pas cohabiter, et vivait dans un monde où chaque goutte d'eau, chaque bruit, chaque contact était une intrusion. Ma copine a fini par déménager à la fin du semestre. Elle m'a dit que la coloc avait continué à crier le jour du départ, comme si le départ même était une trahison. Et en la regardant fermer la porte derrière elle, je me suis dit qu'elle avait raison sur un point, cette fille avait besoin d'aide, pas d'un colocataire. Elle n'était pas la pire colocataire du monde, mais elle avait des habitudes franchement dégoûtantes. Un soir, elle avait décidé de s'épiler avec ses bandes de cire à usage domestique. Tout semblait aller normalement jusqu'à ce qu'une des bandes lui échappe des mains après l'arrachage et tombe, face collante, directement sur le sol. Au début, on pensait qu'elle allait la ramasser, nettoyer, régler ça en 2 minutes. Mais non. La bande est restée là, oubliée ou volontairement ignorée. Les jours ont passé, puis les semaines, et personne n'osait plus s'en approcher. La cire avait séché, collée à la moquette, emprisonnant quelques poils dessous comme un souvenir gênant. Le pire, c'est qu'elle n'y voyait aucun problème. Elle disait que ce n'était pas si grave, qu'elle finirait par s'en occuper. Mais elle ne l'a jamais fait. Je pourrais faire un one-man show entier sur ce type. J'ai tellement d'anecdotes sur lui que je ne saurais pas par où commencer, et je manque même de temps pour tout raconter. Il était littéralement hors de contrôle. La plupart du temps, il semblait complètement déconnecté de la réalité. Il se levait à 3 heures du matin pour appuyer frénétiquement sur les boutons du micro-ondes pendant plusieurs minutes, sans raison. Il ouvrait et fermait les placards avec fracas. 2 fois, il s'est endormi dans la baignoire avec l'eau qui coulait, et a inondé tout le dortoir du campus. Un jour, je suis entré dans la salle de bain et je l'ai trouvé inconscient, complètement nu, assis sur les toilettes. J'ai refermé la porte, frappé pour le réveiller, et là il a bondi, s'est cogné la tête contre la porte, puis a glissé et s'est ouvert le front contre la baignoire. Du sang partout. Autre perle, il avait laissé une pizza sur la table commune pendant 1 semaine. L'odeur devenait insoutenable,
alors j'ai recouvert la pizza d'1 kilo entier de sel Morton, pensant que ça limiterait les dégâts. Quelques jours plus tard, il est rentré complètement ivre, il l'a mangée toute. Résultat, le visage gonflé, rouge écarlate, incapable de comprendre pourquoi il se sentait aussi mal. La deuxième fois qu'il a inondé la salle de bain, j'en ai eu marre. J'ai été voir le responsable du dortoir pour lui dire que ce type allait finir par se tuer, pas volontairement, mais par accident. Sauf que le message n'a pas dû passer comme je l'espérais, car le lendemain, une demi-douzaine de policiers ont débarqué à notre porte. Quand ils ont essayé de lui parler, il s'est mis à les menacer, exigeant leur nom et leur numéro de badge. Mon père est avocat, vous ne pouvez pas m'emmener à l'hôpital. Puis il a tenté de sortir en criant, laissez-moi, je dois aller en cours. Un policier lui a répondu calmement, à quelle heure ton cours? Et lui, à 9h30. Le policier a levé les yeux vers l'horloge, il est 15h, tu peux te détendre. Quand ils lui ont expliqué qu'il allait être arrêté s'il continuait, il a soudain changé de ton, devenant tout gentil, tout poli. Finalement, ils l'ont emmené à l'hôpital de son plein gré. Le lendemain, sa mère m'a croisé par hasard sur le campus. Elle m'a reconnu, m'a pris dans ses bras et m'a dit que je lui avais sauvé la vie. Il mélangeait alcool et opiacés, et son foie était en train de lâcher. Il a déménagé la semaine suivante. Et ce que je viens de raconter, ce n'est qu'une petite partie de ses frasques. Ce gars-là était le pire colocataire du monde. On s'était connus au lycée. Elle avait 1 an de plus que moi, et à l'époque, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Quand elle m'a proposé qu'on soit colocataire pour ma première année d'université, je me suis dit que ce serait rassurant de vivre avec quelqu'un que je connaissais déjà plutôt qu'avec une inconnue. J'aurais dû me douter que ce confort apparent allait vite devenir un piège. Dès les premières semaines, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle me traitait comme si j'étais sa meilleure amie, pas une simple coloc. Tout ce que je faisais, elle voulait le faire aussi. Si je sortais avec des gens du campus, elle voulait venir. Si je passais du temps seul, elle frappait à la porte toutes les 10 minutes pour savoir pourquoi je ne voulais pas être avec elle. Et quand j'ai commencé à me faire de nouveaux amis, elle a réagi comme si je la trahissais. Le moment le plus étrange, c'est quand j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Elle est devenue d'un coup possessive, presque hystérique. Un soir, elle m'a dit très sérieusement qu'on devait instaurer un jour de meilleur ami, un jour de la semaine où je devais lui consacrer tout mon temps pour lui prouver que je ne l'abandonnais pas. J'ai cru qu'elle plaisantait, mais non. Elle a sorti un calendrier et a commencé à me proposer des dates, comme si c'était une réunion importante. J'ai refusé, évidemment, et elle a passé les jours suivants à m'éviter, me lançant des regards blessés, murmurant des reproches à voix basse quand elle croyait que je ne l'entendais pas. Mais le plus difficile, c'était son rapport à l'hygiène. Elle avait grandi dans une famille ultra protectrice. Sa mère venait littéralement sur le campus 1 fois par semaine pour lui lisser les cheveux, parce qu'elle seule savait le faire correctement. Jusque-là, pourquoi pas, chacun ses habitudes. Le problème, c'est qu'elle ne se lavait qu'à ce moment-là. Elle affirmait qu'elle prenait des douches tous les jours, mais ça ne collait pas. Ses cheveux étaient toujours gras avant la visite maternelle, et l'odeur dans la chambre devenait vite insupportable. Je me souviens d'un soir où j'ai tenté d'en parler avec douceur. Je lui ai dit que l'odeur de la pièce commençait à me donner mal à la tête, que peut-être on pourrait aérer un peu. Elle s'est vexée immédiatement, m'a accusé d'être méchante et de juger son corps. Après ça, elle a refusé qu'on ouvre la fenêtre, disant que l'air froid allait abîmer ses cheveux. J'ai fini par acheter des bougies parfumées et à les faire brûler presque en continu juste pour survivre. Malgré tout, j'essayais encore de préserver la relation. Après tout, on avait partagé des années d'amitié. Mais la situation était devenue intenable. Entre la jalousie, la dépendance émotionnelle et l'odeur persistante, je vivais sur les nerfs. Quand l'année s'est enfin terminée, j'ai pris mes affaires et je suis parti sans regret. Elle m'a envoyé quelques messages après, des textos longs et dramatiques où elle me disait que j'étais devenu comme toutes les autres.
J'ai arrêté de répondre. Ma première colocation hors campus aurait pu être parfaite, si Adam n'avait pas existé. On avait besoin d'un coloc un peu plus âgé pour que le propriétaire accepte de nous louer un appartement pas trop loin de la fac. Adam semblait être le bon choix, il faisait des études pour devenir prof, il paraissait calme et sérieux. Du moins, c'est ce qu'on croyait avant de vivre avec lui. Dès le premier mois, j'ai regretté. Le problème principal d'Adam, c'était une addiction totale à World of Warcraft. Il bossait de nuit, alors il dormait toute la journée. Et quand il n'était pas au travail, il jouait à WoW. 5 heures par jour minimum, 11 quand il ne travaillait pas. Il nous le disait fièrement, comme si c'était un accomplissement. Résultat, il ne cuisinait jamais, ne faisait jamais le ménage. Son régime se résumait à de la pizza bon marché et des nuggets de poulet. Il laissait traîner ses assiettes, ses emballages, ses vêtements sales, alors qu'on avait une machine à laver dans l'appartement. Il ne nous parlait presque jamais, si bien que le loyer était toujours payé en retard. Et comme il dormait en plein jour, on devait vivre dans un silence permanent. Pas de musique, pas de télé trop forte, pas d'amis à la maison. Quand on essayait d'engager la conversation, il répondait toujours la même phrase. « C'est ton problème personnel. » Au début, je pensais qu'il disait ça pour éviter les drames, mais j'ai vite compris que c'était sa manière de dire « laisse-moi tranquille ». Alors on l'a laissé tranquille. Sauf qu'à force de l'ignorer, il s'est mis à mal le prendre. Il s'est senti exclu, de ses propres choix, et a commencé à devenir désagréable. Il critiquait tout, notre nourriture, nos rires, nos études, nos émissions, nos goûts. Il ne supportait rien. Amener nos copines était devenu impensable. Il avait ce regard insistant, ces petites remarques malsaines qui mettaient tout le monde mal à l'aise. Même absent, sa présence planait sur l'appart, lourde et tendue. Puis il y a eu l'incident. Une dispute a éclaté entre lui et moi, au point qu'il s'est mis à hurler si fort que les voisins ont cru qu'il allait me frapper. Ils ont appelé la police. Quand l'année a enfin pris fin, les 2 autres colocs et moi avons déménagé ailleurs, ensemble. On a retrouvé la paix, le calme, la vie normale. Adam, lui, est resté enfermé dans son monde virtuel. Et nous, on a juré de ne plus jamais choisir un colocataire simplement parce qu'il avait l'air mature. Elle buvait du watermelon sourpuss presque en continu, la bouteille toujours à la main. Il y en avait partout, sur les comptoirs, sur le sol, même sur la table de chevet. Tout était poisseux et sentait cette odeur sucrée écœurante qui collait à la gorge. Elle restait éveillée jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, la musique d'Eminem à fond dans la chambre. Elle ne baissait jamais la lumière de son côté, alors j'ai fini par m'habituer à dormir dans un éclairage de salle d'attente. Elle passait sa vie à faire des macaronis cadés, parfois 6 par jour, à toute heure. Le bruit du micro-ondes était devenu un fond sonore constant. Et chaque semaine, un nouveau mec débarquait. Pas un mot, pas un message avant, juste un « Oh désolé je pensais que tu dormais » lancé le lendemain matin, comme si c'était normal. Une nuit, vers 3 heures, j'ai senti quelqu'un me secouer la jambe. En ouvrant les yeux, j'ai vu un type presque nu, juste une couverture jetée sur lui, menottes au poignet. Il me chuchote, « Tu saurais pas où elle garde les clés ? Faut que je parte. » Je ne savais pas. Il est retourné vers son lit, l'a réveillé, et après quelques minutes de chuchotements et de rires étouffés, ils ont recommencé à coucher ensemble. Le gars a fini par partir, toujours menotté. Quand elle a abandonné ses cours après Noël et quitté la résidence, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau pour la première fois depuis des mois. Les dortoirs de ma première année d'université étaient composés de petites suites individuelles. 2 suites partageaient une salle de bain commune, accessible par une porte de chaque côté. Quelques semaines après le début du semestre, j'ai remarqué une flaque d'eau autour de la base des toilettes, accompagnée d'une odeur infecte. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une fuite,
alors j'ai appelé la maintenance pour venir vérifier. Les techniciens sont venus, ont inspecté les lieux, puis m'ont expliqué qu'il n'y avait aucun problème de plomberie. Selon eux, la flaque n'était pas de l'eau, c'était de l'urine. Quelqu'un urinait littéralement à côté des toilettes, sur le sol. Mon voisin de suite était un homme très corpulent, probablement plus de 200 kilos, qui m'avait dit lors de notre brève rencontre qu'il était autiste. En essayant de rester bienveillant et de supposer qu'il s'agissait d'un accident, j'ai frappé doucement à la porte qui reliait nos deux côtés pour lui parler sans attirer l'attention des autres. J'ai simplement demandé, calmement, qu'il fasse attention et nettoie après lui. Mais il s'est immédiatement mis sur la défensive. Il a commencé à inventer toutes sortes d'excuses, que ce n'était pas lui, que d'autres personnes entraient peut-être, qu'il s'agissait peut-être de membres de sa famille. Le problème, c'est que personne d'autre n'avait accès à cette salle de bain. J'ai simplement insisté en disant que, quoi qu'il en soit, ça venait de son côté et qu'il devait s'en occuper. Il a dit « d'accord » et j'ai cru que c'était réglé. Quelques heures plus tard, j'ai entendu sa voix à travers les murs. Il pleurait et criait au téléphone, apparemment avec quelqu'un de sa famille, en disant que je l'avais insulté et menacé. Je ne comprenais rien. Je suis allé frapper à sa porte pour lui demander pourquoi il racontait ça, mais il a refusé d'ouvrir. Il s'est mis à crier encore plus fort et à menacer de se faire du mal si je le traitais encore de menteur. Là, j'ai compris que la situation m'échappait complètement. J'ai préféré aller chercher un assistant réside. En quelques minutes, plusieurs rats et un agent de sécurité du campus étaient là pour parler avec lui. Quelques jours plus tard, il est venu frapper à ma porte. Il s'est excusé, d'un ton calme et sincère. Après ça, plus rien. Il a disparu. Il n'a pas seulement quitté la suite, je ne l'ai plus jamais revu sur le campus. Quand j'étais à la fac, j'ai vécu avec 2 filles venues d'une autre ville. Elles avaient ce genre d'énergie incontrôlable qu'on remarque dès les premiers jours. Toujours surexcitées, toujours en train de rire trop fort, mais incapables de faire la moindre chose basique comme sortir les poubelles, passer un coup d'éponge ou simplement respecter un peu le reste de la maison. Leur seul centre d'intérêt, c'était la drogue. Pas la petite fumette occasionnelle, non, elles tournaient exclusivement aux produits les plus forts, toujours à moitié perchées, avec ce regard vague et cette euphorie nerveuse qui rendait l'air de l'appartement irrespirable. L'une d'elles, celle qu'on appelait vaguement Digi, parce qu'elle disait avoir mixé dans des soirées underground, possédait un ampli Yamaha monstrueux. Un truc hors de prix, couplé à 2 enceintes actives de 350 watts chacune. Dès qu'elle branchait ça, les murs vibraient littéralement. Tous les soirs, c'était la même scène, les lumières éteintes, la musique trance à fond, elles dansaient comme si elles étaient dans un club à Berlin, alors qu'on était juste dans un appartement universitaire aux murs trop fins. Les basses traversaient tout le bâtiment, les verres tremblaient sur les tables, et moi, j'essayais de réviser au milieu de ce déluge sonore. Je leur ai demandé plusieurs fois de baisser le volume, calmement au début, puis avec un peu plus d'agacement. À chaque fois, c'était la même réponse, un « ouais » distrait avant qu'elles ne montent le son encore plus fort. À ce stade, je dormais avec des écouteurs, je travaillais à la bibliothèque jusqu'à la fermeture et je rêvais de paix. Un matin, j'ai eu un moment de répit. Je n'avais pas cours avant midi et, en sortant de ma chambre, j'ai vu que la porte de la Digi était restée ouverte. Son ampli trônait sur le bureau, luisant comme un trophée. J'ai hésité, puis une idée m'a traversé l'esprit. Pas de violence, pas de sabotage irréversible, juste une petite intervention chirurgicale. J'ai dévissé le capot métallique de l'ampli, retiré le fusible en verre, tout remis soigneusement en place, puis je suis ressorti tranquillement. Le soir même, elle est rentrée, a allumé son ampli, et rien. Pas un son. Le silence le plus parfait. Elle a passé 2 heures à trifouiller les câbles, à démonter les enceintes, à traiter l'ampli de tous les noms. Moi, je suis resté dans ma chambre, les écouteurs autour du cou, savourant pour la première fois depuis des semaines un calme absolu. Les jours suivants, elle a continué à chercher. Elle a même demandé à un ami technicien de venir jeter un œil, mais il n'a rien trouvé.
Quand elle m'a raconté qu'elle pensait avoir grillé son ampli, j'ai pris mon air le plus compatissant et je lui ai dit que ça devait être un court-circuit. Elle y a cru. Le silence a duré tout le reste du trimestre. Plus de raves improvisés, plus de hurlements à 3 heures du matin. Les deux ont fini par décrocher totalement de leurs études. Elles ont raté tous leurs examens et ont quitté la fac avant Noël, sans même prévenir. Quand elles ont fermé la porte derrière elles, j'ai eu ce moment rare où tu te dis que la justice, parfois, se manifeste de manière discrète et efficace. Je n'ai jamais remis le fusible dans l'ampli. Il est probablement encore quelque part dans une boîte, souvenir d'un trimestre enfin silencieux. Ma coloc de première année était un vrai cas à part. Chaque nuit, ou presque, elle se mettait à regarder des émissions pour enfants à plein volume. Des trucs du genre Lazy Town, avec des chansons criardes et des couleurs fluo qui te donnent mal à la tête même à travers un mur. Elle s'installait dans son lit avec un sac de chips, et elle pleurait. Pas juste des larmes discrètes, non, de vrais sanglots, ceux qu'on entend même à travers les écouteurs. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle disait qu'elle avait juste le mal du pays. Le plus ironique, c'est qu'elle habitait à 30 minutes du campus. 30 minutes. Elle aurait très bien pu rentrer chez elle chaque soir, mais non, elle préférait rester dans le dortoir à pleurer sur Lazy Town comme si elle vivait à l'autre bout du monde. Au fil des mois, j'ai appris à l'ignorer. Je mettais mes écouteurs, je fermais les yeux, je me répétais qu'il ne restait que quelques semaines avant la fin de l'année. Et puis, son copain a commencé à venir traîner dans le coin. Il était en plein dans sa période d'initiation à une fraternité, et chaque fois qu'elle parlait de lui, c'était pour dire à quel point il souffrait pour mériter sa place. Le dernier soir de son bizutage, elle m'a prévenu qu'il allait venir dormir. Il a fini son parcours, il est exténué, qu'elle a dit. J'ai accepté, un peu à contre-cœur, mais je me suis dit que c'était pour une nuit. Vers minuit, la porte s'est ouverte. Il est entré, trempé de sueur, recouvert de farine, de moutarde, de sauce piquante, et Dieu sait quoi d'autre. L'odeur était à vomir. Il m'a fait un signe de tête, a dit qu'il allait se doucher, puis a disparu dans la salle de bain. J'ai mis mes bouchons d'oreille et j'ai fini par m'endormir. 1 heure plus tard, je me suis réveillé à cause d'un bruit étouffé. Des gémissements, des froissements de draps, et cette odeur insupportable qui s'était répandue dans toute la pièce. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris qu'il ne s'était jamais douché. Ils étaient là, dans son lit, en train de le faire, encore couverts de farine et de sauce. C'était grotesque. La pièce empestait la sueur, la bouffe, et quelque chose de rance que je ne préfère pas identifier. Quand tout s'est enfin calmé, ils se sont endormis, collés l'un à l'autre comme si de rien n'était. Moi, j'étais figé, incapable de dormir, fixant le plafond en me disant que j'étais peut-être en train de vivre la pire nuit de ma vie. Le lendemain matin, il est reparti sans un mot, laissant les draps tachés, et elle a simplement remis ses écouteurs comme si tout était normal. Je ne lui ai plus jamais parlé. Il restait à peine 2 semaines avant la fin du semestre, et j'ai compté les jours. À chaque fois que je repense à cette année-là, c'est cette nuit qui me revient. Pas les cours, pas les fêtes, pas les gens que j'ai rencontrés, juste cette odeur de sauce piquante et de farine collée dans la chaleur étouffante de cette chambre, et moi, les yeux grands ouverts, regrettant de ne pas avoir choisi une chambre individuelle. J'ai eu un coloc qui, l'année où Happy de Pharrell Williams est sorti, a transformé cette chanson en véritable instrument de torture. Au début, c'était presque marrant. Il la mettait de temps en temps pour se donner de l'énergie le matin, ou pour se motiver avant les cours. Une chanson joyeuse, entraînante, inoffensive. Puis, petit à petit, c'est devenu une obsession. Il l'écoutait en boucle. Littéralement. Quand je dis en boucle, je veux dire qu'il avait mis la chanson sur repeat one et qu'elle tournait sans interruption. De 8 heures du matin à minuit, parfois même pendant qu'il dormait. Le même rire, la même cloche, le même because him happy encore et encore. Au bout d'une semaine, je connaissais chaque respiration de Pharrell,
chaque petit écho de la piste instrumentale. Après 2 semaines, je commençais à l'entendre même quand tout était silencieux, comme un fantôme auditif. J'ai essayé de lui en parler calmement. Je lui ai expliqué que j'aimais bien la chanson, mais que la répétition devenait insupportable. Il m'a répondu en riant que ça lui mettait de bonne humeur et que ça lui rappelait de rester positif. Positif, oui, mais moi j'étais à 2 doigts de craquer. Chaque jour, je rentrais du campus avec cette peur absurde de pousser la porte et d'entendre encore les mêmes 4 minutes tourner en boucle. Et à chaque fois, sans faute, le refrain m'accueillait, clair, joyeux, implacable. Il mettait le volume assez fort pour que ça s'entende dans tout l'appartement, même la porte fermée. On n'arrivait même plus à tenir une conversation sans que la chanson vienne la parasiter en arrière-plan. Au bout d'1 mois, je n'étais plus seul à souffrir. Les autres colocs commençaient à montrer des signes de fatigue. L'un d'eux se bouchait les oreilles avec du papier, un autre s'était mis à étudier à la bibliothèque jusqu'à la fermeture. On ne parlait plus d'autre chose que de cette maudite chanson. Le matin, avant même de se dire bonjour, on se demandait si elle jouait encore. Le jour où ça a enfin pris fin, c'était presque solennel. On était 4 dans l'appartement, tous à bout. Quelqu'un a fini par débrancher la prise de la chaîne hi-fi en plein milieu du refrain. Le silence qui a suivi a été tellement intense qu'on s'est tous figés, comme si on craignait qu'il la rallume. Il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de nous regarder, un peu vexé, puis il a dit « Bon, vous auriez pu demander gentiment ». On a tous éclaté de rire, un rire nerveux, de soulagement pur. Une nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut, sans trop savoir pourquoi. La chambre était plongée dans une pénombre épaisse, éclairée seulement par la lumière bleue de l'écran de veille de mon ordinateur. C'est là que je l'ai vue. Une silhouette était assise dans ma chaise de bureau, immobile, légèrement penchée en avant. J'ai d'abord cru à une illusion, un de ces reflets étranges qu'on perçoit entre le sommeil et l'éveil. Puis un son a brisé le silence, un murmure continu, comme celui d'une fuite d'eau. J'ai cligné des yeux, le cœur battant, et j'ai remarqué que le bruit venait du sol. L'odeur m'a frappé juste après. Mon colocataire, complètement ivre, avait confondu ma chaise avec les toilettes. Il s'était littéralement soulagé sur le tapis, sur mes affaires, sur tout ce qui se trouvait autour de lui. L'image était absurde, presque irréelle. Je suis resté figé quelques secondes, partagé entre la colère et l'incrédulité. Je me suis levé brusquement et ai allumé la lumière. Il m'a regardé sans comprendre, les yeux vides, l'air perdu. Je lui ai crié dessus, mais il n'a presque pas réagi. Il a juste marmonné quelque chose d'incohérent avant de tituber jusqu'à son lit. J'ai passé la demi-heure suivante à nettoyer, à essayer de sauver ce que je pouvais, pestant à voix basse pour ne pas réveiller tout l'immeuble. Le lendemain matin, quand je lui ai reparlé de ce qui s'était passé, il a nié en bloc. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme si j'avais inventé l'histoire. Peut-être qu'il ne se souvenait vraiment de rien. Peut-être qu'il avait trop honte pour l'admettre. Dans tous les cas, l'odeur avait beau avoir disparu après plusieurs lavages, il restait quelque chose de lourd dans l'air, une gêne silencieuse qui ne nous a plus quittés jusqu'à la fin de l'année. J'ai vécu un temps avec un colocataire complètement imprévisible, un vrai cas. Il s'appelait Yoon, un Coréen originaire de London, en Ontario. C'était il y a plusieurs années, mais je me souviens parfaitement de son comportement. Il passait son temps à délirer sur Matrix, à parler du monstre qui arrive, des Clinton, du gouvernement, des élites, du contrôle de masse. Des discours sans fin, de plus en plus étranges, presque inquiétants parfois. Un jour, il nous annonce qu'il part en vacances à Miami. Tout seul. On a tous trouvé ça bizarre, mais on n'a pas insisté. Quelques jours plus tard, alors qu'il est encore parti, on regarde les infos à la télé. Le présentateur parle d'une attaque terroriste en Afrique du Nord, en Algérie, je crois. En plaisantant, je lance. C'est sûrement notre coloc. Sauf que là, le journaliste précise que l'un des terroristes venait de London, Ontario.
On se regarde tous, interloqués. Puis les photos s'affichent à l'écran et l'un d'eux est un Coréen. Même nom de famille que notre coloc. Ma première coloc était déjà un mélange étrange d'innocence et de maladresse. Au début, elle avait l'air timide mais gentille, un peu trop rigide sur les règles du dortoir, toujours à ranger ses affaires comme si une inspection militaire allait avoir lieu. On n'avait pas grand-chose en commun, mais je pensais qu'on pouvait cohabiter tranquillement. Sauf que j'avais gravement sous-estimé son niveau de déconnexion avec la réalité. Le premier incident a eu lieu un week-end où je suis parti rendre visite à mon copain. En rentrant, je me suis rendu compte que mes draps avaient été changés de place, et que mon oreiller sentait bizarre, une odeur vaguement médicale, presque chimique. Quand je lui ai demandé si quelqu'un avait dormi dans mon lit, elle m'a répondu d'un ton parfaitement neutre, « Ah oui, mes amis avaient besoin d'un endroit où dormir. Ils avaient un petit problème de peau, mais rien de grave. » Quelques jours plus tard, j'ai compris que son petit problème de peau, c'était la gale. Oui, elle avait laissé ses amis infestés par la gale dormir dans mon lit, avec mes draps, sans me prévenir. J'ai passé la semaine suivante à tout laver, désinfecter, jeter la moitié de ma literie, et à gratter à chaque picotement imaginaire. Et comme si ça ne suffisait pas, elle avait aussi ce talent incroyable pour apparaître uniquement au pire moment. Elle sortait rarement, mais il suffisait que j'accroche une chaussette sur la poignée, le signal universel ne rentre pas, j'ai de la compagnie, pour qu'elle décide soudain de revenir, dramatique et outrée. Elle se postait dans le couloir, soupirait bruyamment, parfois toquait en disant des trucs du genre, je trouve que ce genre de comportement dégrade l'ambiance de la résidence. Pendant ce temps, moi et mon copain, aujourd'hui mon mari, étions là, coincés à attendre qu'elle parte ou qu'elle arrête son numéro. Au fil des semaines, la tension est devenue palpable. Elle ne supportait pas qu'on rie trop fort, qu'on cuisine après 20 heures, ou qu'on ait des conversations trop intimes. Elle laissait traîner des brochures de groupes religieux sur ma table de nuit et mettait des petits mots du style « Le respect du corps, c'est aussi le respect de soi ». J'aurais pu en rire, si elle n'avait pas été aussi sérieuse. Finalement, après le premier trimestre, elle a annoncé qu'elle partait. Elle m'a dit que c'était à cause de problèmes de santé qui l'obligeaient à déménager dans un dortoir plus proche de ses salles de classe. En réalité, tout le monde savait qu'elle en avait juste eu marre de mes délires, comme elle les appelait avec un air offusqué. Quand elle est partie, j'ai nettoyé la chambre de fond en comble, changé les draps une dernière fois, ouvert grand la fenêtre et respiré. Le silence qui a suivi a été presque sacré. Plus de soupirs indignés, plus de brochures pieuses, plus de crainte d'attraper quelque chose en posant la main sur mon propre lit. C'est fou comme certaines cohabitations te font grandir. Celle-là m'a appris 2 choses, toujours vérifier avec qui tu signes un bail, et ne jamais, jamais sous-estimer le pouvoir destructeur d'une coloc outrée. Imagine 2 types complètement absorbés par leurs jeux, leurs ordinateurs, leurs gadgets, tout sauf la réalité autour d'eux. C'étaient mes colocataires. Des nerfs classiques, pas méchants, mais totalement déconnectés de la notion d'hygiène ou même de vie commune. Dès les premières semaines, la cuisine a commencé à se transformer en décharge. Les assiettes s'empilaient dans l'évier, couvertes d'une pellicule grasse, puis d'une couche de moisissure blanche, et enfin de cette teinte verdâtre qui te fait douter que ce soit encore de la nourriture à l'origine. Le pire, c'est que ça restait là. Pendant des jours, puis des semaines. L'odeur se propageait dans toute la suite, jusqu'à imprégner nos vêtements et nos draps. J'avais honte d'inviter qui que ce soit. Parfois, quand quelqu'un venait me voir, je prétextais que j'étais en travaux ou que mes colocs faisaient du tri pour justifier le chaos. Eux, de leur côté, vivaient très bien dans cet environnement. Ils passaient leur journée dans leur chambre, portes fermées, ricanant entre eux, casque sur les oreilles, comme si le monde extérieur n'existait plus. J'ai essayé d'être diplomate. J'ai laissé des petits mots sur la table, pensé à faire la vaisselle, on pourrait nettoyer la cuisine ensemble. Rien. J'ai tenté la conversation directe, frappé à leur porte, mais la réponse se limitait toujours à un « ouais, on fera ça plus tard ». Ce plus tard n'est jamais venu. Au bout d'un moment, j'ai craqué.
Je me suis mise à tout nettoyer moi-même, juste pour ne plus avoir à vivre dans une odeur de soupe fermentée et de vaisselle oubliée. Je savais que je les encourageais en faisant ça, mais je n'en pouvais plus. Et évidemment, plus je nettoyais, moins ils bougeaient. C'était devenu une routine, eux salissaient, moi je réparais. Quand la fin de l'année est arrivée, j'ai pris une décision claire. Ce matin-là, j'ai nettoyé mes affaires à fond, tout ce qui m'appartenait, pas un objet de plus. J'ai vidé ma chambre, fait un dernier tour dans la cuisine, rassemblé tous les sacs poubelles, y compris ceux qu'ils laissaient traîner depuis des jours, et je les ai déposés juste devant leur porte, en tas. L'odeur était infernale, mais symboliquement, c'était parfait. Je me suis arrêté une seconde, j'ai regardé cette montagne de déchets, et je me suis dit que c'était la dernière fois que je mettais les pieds dans un appartement partagé. Ensuite, j'ai pris ma valise, j'ai fermé la porte, et je suis parti sans un mot. Ce n'était pas ma coloc, mais plutôt une fille du même étage. Elle avait cette réputation d'être super sociable, toujours souriante, toujours à passer d'une chambre à l'autre pour discuter. Après les cours, tu pouvais être sûr de la croiser quelque part, assise sur un lit à rire avec quelqu'un, avant de filer ailleurs pour continuer sa tournée. On la voyait partout, tout le temps, et tout le monde l'aimait bien. Sauf qu'en réalité, elle avait un tout autre passe-temps. C'était la camée du couloir, et sa gentillesse n'était qu'une façade. En se baladant de chambre en chambre, elle piquait discrètement ce qui avait un peu de valeur, montres, bijoux, portefeuilles, même des ordinateurs portables. Personne ne s'en rendait compte au début, on croyait juste qu'il y avait une série de petits vols isolés. La vérité a éclaté après une soirée post-partielle. Quelqu'un l'a retrouvée dehors, dans le parking, totalement défoncée, incapable de parler. La police a fini par intervenir, et elle a été arrêtée sur place. Quelques jours plus tard, l'université l'a expulsée. Quand ils ont vidé sa chambre, tout le monde est venu voir. C'était comme un marché aux puces improvisé, les objets volés réapparaissaient un à un. Certains récupéraient leurs montres, d'autres leurs écouteurs, et il y avait même un laptop dont le propriétaire pensait qu'il avait été perdu dans le train. C'était le coloc de mon pote, pas le mien, mais j'ai vécu ça de près assez longtemps pour m'en souvenir comme d'un mauvais film. Le type avait un problème sérieux avec l'alcool. Il buvait tous les soirs et devenait agressif au point que personne n'osait trop le provoquer. Au début, on mettait ça sur le compte de la maladresse ou d'un tempérament explosif qu'on apprivoiserait, mais ça a vite dépassé le cadre de l'irritant. Les épisodes qui faisaient peur arrivaient surtout la nuit. Mon ami se réveillait souvent à 3 heures du matin parce que le mec débarquait dans sa chambre bourré, en tenant un couteau. Ce n'était pas un geste annoncé ou une blague lourde. Il se plantait là, en proie à une colère confuse, et lâchait des phrases destinées à intimider. « Tu sais que j'ai pu te tuer tout de suite », il disait parfois, comme pour tester la réalité. Mon pote se levait en silence, essayait de le calmer, ou fermait la porte et appelait la sécurité si ça allait trop loin. Ces réveils nocturnes ont miné la santé mentale de mon ami, parce que personne n'est censé vivre dans cet état d'alerte permanente. On a essayé différentes approches. D'abord la diplomatie. Les autres colocs prenaient sur eux et parlaient quand il était sobre, tentaient de poser des limites. Ensuite on est passé par la médiation avec le responsable du logement. Parfois ça marchait pendant quelques jours. Parfois il promettait qu'il contrôlait mieux sa consommation et que ça ne se reproduirait pas. Ces promesses ne tenaient généralement pas plus d'une semaine. Le tournant a été après un incident où il a franchi une ligne qu'on ne pouvait plus ignorer. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce soir-là la police est intervenue et il a fini en soins. Ce n'était pas une punition faite pour l'humilier. C'était une intervention nécessaire pour sa sécurité et la nôtre. Les gens ne changent pas facilement, mais parfois il faut toucher le fond pour accepter de se faire aider. La bonne nouvelle, et c'est ce qui rend l'histoire moins amère, c'est qu'il a effectivement obtenu de l'aide. Il a suivi un programme, il a fait du travail sur lui, et il est revenu complètement transformé. Les colocs qu'il avait connus sous son pire jour ont eu du mal à y croire. Il est devenu calme, respectueux,
et présent sans agressivité. Il a travaillé sa sobriété et s'est intégré de façon saine dans d'autres cercles. Mon pote m'a dit que maintenant il l'appelait parfois pour prendre un café et parler de choses normales. Quand j'ai emménagé dans cette résidence universitaire, j'ai cru que j'étais tombé sur la configuration idéale. 4 chambres, 2 salles de bain, une petite cuisine et un coin salon. Chacun avait son espace, son intimité, et à première vue, tout le monde semblait normal. Il y avait moi, 2 filles, Sarah et Carole, et un gars, Daniel. Au début, il paraissait juste un peu maladroit, un de ces types qui ne savent pas trop comment se comporter avec des colocataires, mais rien d'alarmant. Le vrai problème a commencé avec la salle de bain. Moi et Sarah en partagions une, et Carole partageait la sienne avec Daniel. Le deal était simple, chacun ramenait ses produits, et on tournait pour acheter le papier toilette. Facile. Sauf que Daniel, lui, ne jouait pas le jeu. Les premières semaines, Carole a pris sur elle et a acheté le papier à tour de rôle, en espérant qu'il finirait par comprendre. Mais il ne faisait rien, jamais. Quand elle lui a demandé de participer, il a juste esquivé, disait qu'il allait s'en occuper, puis ne le faisait pas. À la longue, Carole en a eu marre et a décidé de garder son rouleau dans sa chambre. À chaque fois qu'elle devait aller aux toilettes, elle le prenait, et quand elle avait fini, elle le ramenait. C'était contraignant, mais au moins, elle ne payait plus pour lui. Sauf que Daniel a trouvé une solution. Quand il savait qu'elle n'était pas là, il entrait dans sa chambre pour piquer le rouleau. Oui, il allait fouiller dans ses affaires juste pour du papier toilette. Quand elle s'en est rendue compte, elle a commencé à verrouiller sa porte. Et c'est là que ça a pris une tournure franchement bizarre. Comme il n'avait plus accès au papier, il a décidé de contourner le problème, en se douchant après chaque passage aux toilettes. Peu importe l'heure, peu importe qui était là. On entendait le bruit de la chasse d'eau, puis 2 secondes plus tard, la douche se mettait à couler. Longtemps. Parfois 10, 15 minutes. Il ressortait avec les cheveux mouillés et l'air parfaitement satisfait, comme si tout était parfaitement normal. Au bout d'un moment, ce comportement est devenu une routine, et plus personne ne savait trop quoi faire. Il n'était pas violent, pas méchant, juste profondément étrange. Il y avait cette atmosphère de malaise chaque fois qu'il était dans la pièce, une tension silencieuse, comme si on attendait qu'il fasse quelque chose d'encore plus décalé. Quand l'hiver est arrivé, j'en ai eu assez. Entre Sarah qui râlait sans arrêt, Carole qui vivait verrouillée dans sa chambre, et Daniel qui transformait chaque douche en rituel post-toilette, j'ai décidé de plier bagages. J'ai fait ma valise pendant les vacances et je suis rentré chez mes parents. Le dernier jour, avant de partir, j'ai entendu la douche de Daniel tourner encore une fois. C'était presque symbolique. Il était dans sa bulle, comme toujours, isolé du reste du monde, incapable de comprendre à quel point il rendait tout le monde fou. Je suis sorti sans un mot, et en refermant la porte, j'ai senti un mélange de soulagement et de pitié. Ce type n'était pas juste bizarre, il vivait dans une réalité complètement différente. David était un vrai phénomène. Un mélange improbable de chaos, de stupidité pure, et d'une sorte de naïveté désarmante qui le rendait à la fois insupportable et étrangement attachant. Il était si idiot, si sincèrement à côté de la plaque qu'il me faisait penser à un chiot qui renverse tout sur son passage sans comprendre pourquoi on lui crie dessus. Je dois aller dormir, donc je vais me contenter de 3 anecdotes pour décrire le personnage. David était batteur. Mais pas un batteur de rock, ni de jazz, ni même de folk. Non. C'était un batteur de fanfare, du genre ligne de percussion militaire. Et il s'entraînait à improviser, en extérieur. En face de la cour centrale de tout notre complexe résidentiel, donc là où le son résonne le plus. Et il faisait ça en jouant sur des remixes EDM de chansons de Justin Bieber. Oui, David faisait des solos de caisse claire sur du baby. Comme beaucoup de résidences universitaires, la nôtre était située dans un quartier un peu pourri, tenu par des propriétaires véreux qui profitent des étudiants sans argent. Un matin, j'étais sur mon balcon du 2e étage, en train de fumer un blunt,
quand j'ai remarqué un sans-abri fouillant les buissons en bas. Il m'a vu et a commencé à m'interpeller, essayant de me convaincre de le laisser monter pour fumer avec moi. J'ai préféré attacher un deuxième blunt à un briquet et le lui lancer en bas, en lui disant que je devais partir bientôt. Quelques semaines plus tard, David m'envoie un message, il veut me présenter quelqu'un. Je rentre chez nous, et là, il est assis dans le salon, avec le même sans-abri. Et pas seulement lui. Il y avait au moins 8 de ses potes avec lui. David m'annonce, tout fier, qu'ils vont faire une fête dans notre appartement. À la fin, David s'est fait virer. Ou peut-être qu'il ne payait juste plus son loyer. Je ne sais pas trop, mais des gens commençaient à venir visiter l'appartement pour reprendre sa chambre. Lui, il refusait de partir. J'ai compris ce qui se passait quand je l'ai trouvé en train de sortir des trucs de la poubelle, pour les étaler dans le salon. Il voulait volontairement rendre l'appartement dégueulasse pour faire fuir les visiteurs. Ensuite, il m'a proposé de mettre de la musique très fort et de fumer de l'herbe à l'intérieur pour que les gens n'aient pas envie d'emménager. Évidemment, je n'ai rien fait de tout ça. Finalement, le gars qui a visité l'appartement ce jour-là, Chris, a pris la chambre. Il était gentil, doux, poli. Je l'aimais bien. J'espère qu'il va bien aujourd'hui. David, lui est bien, disons qu'il a laissé derrière lui une légende. Un cauchemar vivant, mais inoubliable. Le gars qui partageait l'appartement de mon mari à l'époque, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, et c'est probablement une bénédiction. Mon mari, qui n'était encore que mon copain à ce moment-là, m'en parlait sans arrêt. Il disait que c'était un type bizarre, imprévisible, avec ce genre d'énergie qui met mal à l'aise sans qu'on sache pourquoi. Moi, à distance, j'avais tendance à minimiser. On était en relation à longue distance, et quand il m'envoyait des messages pour se plaindre de son coloc, je me disais que ça ne devait pas être si terrible. Les petites différences de mode de vie, les habitudes, tout ça, c'est classique entre étudiants. Pendant les vacances d'hiver, mon copain est rentré chez ses parents. L'autre est resté sur le campus. Au début, rien d'anormal. Puis les messages ont commencé à circuler. Une fille manquait à l'appel. Sa petite amie. Elle ne répondait plus à ses amis, plus à sa famille, plus à personne. Les jours passaient, et l'inquiétude montait. Quand la police a fini par intervenir, c'est là que tout s'est effondré. Ils l'ont retrouvée enfermée dans le placard de la chambre qu'il partageait avec mon copain. Elle était là depuis plusieurs jours. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé pendant ce temps-là, mais les agents ont dit qu'elle était en état de choc, déshydratée, épuisée. Lui, il avait l'air détaché, presque calme quand ils l'ont arrêté. Quand j'ai appris ça, j'ai eu ce moment de vertige, cette réalisation qu'à quelques semaines près, mon mari aurait pu être là, dormir dans ce lit à quelques mètres d'une scène aussi atroce. Je me suis repassé toutes les fois où je l'avais rassuré, en disant « Allez, c'est sûrement pas si grave, il doit juste être un peu bizarre ». En réalité, il vivait avec quelqu'un d'instable, de dangereux. Il a dû revenir au logement pour récupérer ses affaires une fois l'enquête terminée. Il m'a dit que la chambre sentait encore le renfermé, que le placard avait été scellé un temps, puis rouvert. Tout semblait normal à première vue, mais l'atmosphère était lourde, épaisse, presque tangible. Il est resté 10 minutes, pas plus. Il a pris ce qu'il pouvait et n'est plus jamais revenu. Ma coloc de deuxième année était déjà un peu étrange avant l'été, mais quand on est revenu à la rentrée, tout a pris une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Elle est arrivée les bras chargés de valises, le sourire tranquille, comme si de rien n'était. Et pourtant, en la voyant, j'ai tout de suite remarqué qu'elle avait changé. Moins fatiguée, mais plus nerveuse, un peu absente. Il a fallu quelques jours avant qu'on découvre la vérité, elle avait eu un bébé pendant les vacances. Personne n'était au courant. Pas un mot avant, pas une annonce, rien. Elle avait réussi à cacher toute sa grossesse, puis à revenir comme si rien ne s'était passé. Le plus fou, c'est que les règlements du dortoir interdisaient formellement les enfants. Le bébé vivait donc avec sa mère, en dehors du campus.
Mais, pour une raison que je n'ai jamais vraiment comprise, elle s'en servait comme d'une arme. La première fois, c'était à cause du ménage. On lui avait simplement demandé de nettoyer la salle de bain qu'on partageait, parce que les cheveux s'accumulaient et l'évier commençait à sentir mauvais. Elle n'a rien dit. Le lendemain, elle est revenue avec le bébé. Toute la nuit, il a pleuré sans s'arrêter. Des cris aigus, perçants, impossibles à ignorer. Elle restait calme, assise sur son lit, à le bercer sans un mot, comme si c'était la chose la plus normale du monde. La fois suivante, c'était parce qu'elle vidait notre nourriture. Elle piochait dans nos provisions sans jamais rien remplacer, prétendant qu'elle oubliait ce qui appartenait à qui. Quand on l'a confrontée, elle a juste haussé les épaules. Et 2 jours plus tard, le bébé était de retour, posé dans un couffin au milieu du salon, pleurant dès qu'on éteignait la lumière. Mais le pire, c'était pendant la semaine des examens finaux. On essayait tous de réviser, stressés, épuisés, avec nos entretiens de stage qui arrivaient. Elle a ramené le bébé encore une fois, sans prévenir. Le petit hurlait presque en continu. On dormait par tranche d'1 heure, incapable de se concentrer. J'ai raté 2 entretiens parce que j'étais trop fatigué pour aligner 2 phrases cohérentes, et mes examens ont été un désastre. Le plus troublant, c'est qu'elle ne semblait pas voir le problème. Quand on lui disait qu'on ne pouvait pas vivre comme ça, elle répondait simplement « C'est ma vie, mon enfant. Vous n'avez pas à comprendre. » Et effectivement, on ne comprenait pas. C'était comme si elle avait construit un petit monde parallèle où tout tournait autour de sa volonté, et où le bébé devenait un outil pour nous punir dès qu'on osait la contrarier. À la fin du semestre, je suis parti avant même que la session ne soit terminée. J'ai dormi sur le canapé d'une amie juste pour échapper à cette atmosphère étouffante, faite de pleurs, de disputes murmurées et de nuits blanches. Quand j'ai rendu mes clés, elle était là, assise sur le lit, le bébé endormi contre elle. Elle m'a à peine regardé. J'avais un coloc pendant mes dernières années à la fac, un type assez discret, un peu dans son monde. Il parlait peu, passait la majorité de son temps enfermé dans sa chambre, le casque vissé sur les oreilles. On s'entendait sans vraiment se connaître. Ce genre de cohabitation tranquille où chacun vit de son côté. Un jour, j'ai dû aller dans sa chambre pour récupérer quelque chose, je ne me souviens même plus quoi. Sa porte était entrebâillée, son ordinateur encore allumé. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil vers l'écran et j'ai vu les onglets ouverts. Tous les navigateurs, toutes les pages affichaient du porno. Ce n'était pas une image fixe, c'était carrément un fouillis de sites et de vidéos. J'ai détourné le regard aussitôt, un peu mal à l'aise, mais sans y penser plus que ça. J'ai simplement mis ça sur le compte de la solitude ou de la maladresse. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai déménagé dans un autre État et, avant de partir, je lui avais demandé s'il pouvait me renvoyer mon courrier le temps que tout soit transféré. Il avait accepté, et pendant quelques semaines, tout s'est passé normalement. Puis un jour, j'ai reçu une enveloppe avec une lettre de sa part. À l'intérieur, il me demandait d'écrire une lettre de recommandation pour un homme dont je n'avais jamais entendu parler. Le ton de sa lettre était étrange, presque pressant. Je lui ai envoyé un message pour lui demander de quoi il s'agissait. Il m'a répondu vaguement, en disant que c'était pour des trucs qu'il devait régler. Aucune explication claire. Quelque chose sonnait faux. Par curiosité, j'ai cherché le nom de la personne qu'il m'avait donné, et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un avocat de la ville où on avait étudié. À ce moment-là, j'ai compris que c'était lié à une affaire légale, et j'ai refusé d'aller plus loin. Il n'a jamais voulu me dire la vérité. Quelques semaines plus tard, un ancien camarade m'a appelé. La nouvelle s'était répandue sur le campus, mon ancien coloc venait d'être arrêté. Accusé de possession de matériel pédopornographique. Il a été condamné et inscrit sur le registre des délinquants sexuels à vie. Quand j'ai appris ça, j'ai eu un haut le cœur. J'ai repensé à toutes ces nuits où il était juste de l'autre côté du mur, silencieux, à son ordinateur, et à cette image de son écran que j'avais aperçue sans y prêter attention. Je me suis senti sale, coupable presque,
d'avoir vécu à côté de quelqu'un qui faisait ça sans jamais le soupçonner. Je n'ai plus jamais cherché à le recontacter. Le simple fait d'entendre son nom me donne encore une sensation de malaise. C'est une de ces histoires qu'on essaie d'oublier, mais qui laisse toujours une ombre, parce qu'elle te rappelle à quel point tu peux ignorer ce qui se passe juste à quelques mètres de toi. Ma toute première coloc à la fac m'a fait découvrir à quel point vivre avec quelqu'un pouvait tourner à l'absurde. Elle ne se lavait pas. Jamais. Au début, j'essayais de ne pas juger. Chacun a son rythme, ses routines. Mais après quelques semaines, l'odeur a commencé à devenir impossible à ignorer. Une odeur épaisse, lourde, un mélange de sueur, de linge humide et de cheveux gras. Le genre d'odeur qui s'accroche à tout, même à tes draps, même à tes vêtements propres. Quand je lui ai demandé si elle prenait des douches, elle m'a répondu d'un ton vexé, « Bien sûr que oui, je le fais quand t'es pas là. » J'ai voulu la croire, sincèrement. Sauf que son savon restait exactement à la même taille jour après jour. Pas une trace d'eau, pas une bulle séchée sur le bouchon. Et ses cheveux, toujours raides, ternes, sans jamais la moindre mèche humide, même le matin. J'en ai parlé à notre RA, la responsable de résidence, en espérant qu'elle puisse faire quelque chose. L'odeur s'infiltrait jusque dans le couloir, les autres étudiants commençaient à se plaindre, et moi, je n'en pouvais plus. J'espérais qu'elle lui parle d'hygiène, de respect des espaces communs, quelque chose de logique. Mais la solution qu'on m'a proposée, c'était surréaliste, je pouvais choisir le parfum de Febreze qu'elle devait utiliser dans la chambre. C'est littéralement tout ce qu'on m'a offert comme compromis. Pas de rappel à l'ordre, pas de discussion sur l'hygiène, juste un choix entre océan frais et fleurs du matin. J'étais trop fatigué pour protester, alors j'ai choisi Brise de lin, le moins agressif. Le lendemain, elle est rentrée avec 2 bombes de Febreze, l'air triomphant. Elle en a vidé une entière dans la pièce. Pendant 10 minutes, ça sentait vaguement le propre, puis l'odeur est revenue, encore plus dérangeante, parce que maintenant, elle se mélangeait à celle du déodorant synthétique. Une combinaison chimique de faux frais et de vrais renfermés. Les semaines suivantes ont été un cauchemar olfactif. Chaque fois qu'elle se changeait, elle aspergeait la pièce au point qu'on aurait dit un nuage toxique. Les rideaux sentaient le désinfectant, mes draps sentaient le plastique parfumé, et elle continuait à ne pas se laver, persuadée que tout allait bien. J'ai tenu jusqu'à la fin du trimestre, plus par fierté que par courage. Le jour où j'ai vidé ma chambre, j'ai trouvé une demi-douzaine de bombes de Febreze cachées sous son lit, toutes presque vides. Elle les utilisait comme on prend une douche, une pulvérisation de façade pour faire croire que tout va bien. Mon coloc de première année était un de ces gars qu'on sent tout de suite avoir grandi dans une bulle. Il ne savait pas trop comment vivre seul, comme si le monde réel venait juste de s'ouvrir devant lui et qu'il n'avait pas reçu le mode d'emploi. Les premiers jours, on a tous été plutôt sympas avec lui. Il était poli, un peu maladroit, toujours avec ce sourire nerveux d'enfant bien élevé qui ne veut déranger personne. Au bout d'une semaine, pourtant, quelque chose a commencé à clocher. On s'est rendu compte qu'il sentait fort, et pas à cause du sport. C'était une odeur de transpiration, de vêtements pas lavés, de chambre fermée. Un soir, 2 gars du couloir et moi on a décidé de lui en parler calmement. On a essayé de ne pas le mettre mal à l'aise, juste de lui demander s'il avait du déodorant. Il a répondu oui tout de suite, comme s'il savait exactement de quoi on parlait, puis il a fouillé dans son tiroir et a sorti un petit échantillon de savon encore emballé, celui que les assistants de résidence avaient glissé dans les kits de bienvenue. Il le brandissait avec fierté. C'est là qu'on a compris qu'il ne savait même pas ce qu'était du déodorant. En fait, il ne savait pas non plus vraiment comment utiliser du savon. À partir de ce moment-là, tout l'étage s'y est mis. On l'a pris sous notre aile. On lui a montré comment faire une lessive, comment nettoyer une plaque de cuisson, comment se laver correctement, comment ranger ses affaires pour éviter que sa chambre sente le renfermer. C'était presque touchant. Il voulait bien faire, il posait des questions, prenait des notes, et il progressait vraiment. Pour la première fois,
on voyait chez lui une sorte de fierté, celle de quelqu'un qui découvre qu'il est capable d'exister sans être guidé. Puis, une nuit, tout a dérapé. Je me suis réveillé sans trop savoir pourquoi. L'air de la chambre était immobile, et il y avait cette sensation étrange qu'on a quand on sent une présence. En ouvrant les yeux, je l'ai vu assis par terre, à côté de mon lit. Il me fixait. Pas un mot, pas un geste. Juste ses yeux ouverts, dans la pénombre. Mon cœur s'est emballé. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, la voix tremblante. Il m'a répondu d'un ton calme, « Je fais ça tous les soirs. J'aime bien te regarder dormir. » Je suis resté figé un moment, incapable de bouger. Il n'avait pas l'air dangereux, juste ailleurs. Comme si ça lui semblait parfaitement normal. Le lendemain matin, je suis allé direct voir le responsable du dortoir pour demander à changer de chambre. Je n'ai pas cherché à comprendre, ni à discuter. C'était terminé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.